Bonjour, le grand débat national, il a commencé le 15 janvier, il prendra fin le 15 mars. On arrive donc à peu près à mi-parcours. On commence à voir émerger les principaux sujets de discussion. Sans surprise, la fiscalité, le pouvoir d'achat, les services publics. Ce grand débat, il mobilise. Un tiers des Français disent vouloir y participer. Il permet de se raconter, d'exprimer ses colères, d'exprimer ses espoirs. Avec un doute cependant, les Français seront-ils entendus? C'est la grande question. Trois invités. Jacqueline Maquet, députée La République En Marche de la 2e circonscription du Pas-de-Calais, celle de Arras. Bonjour Madame Maquet. Sébastien Huyghe, député Les Républicains de la 5e circonscription du Nord, celle de Seclin-Aubordin, également patron depuis octobre dernier de la Fédération LR du Nord. Bonjour. Bonjour. Et puis Fabien Thiémé, maire communiste de Marly dans le Valenciennois. Bonjour. Et avec moi pour présenter cette émission, Stéphane Barbero, journaliste à France Bleu Nord. Bonjour. Stéphane. Alors le grand débat national, il a démarré, on l'a dit, il y a 3 semaines. On revient sur quelques initiatives. Tout d'abord, des initiatives organisées ces 2 derniers mois dans le Nord et le Pas-de-Calais. C'est le maire de Frévent qui va dégainer le premier. Dès le 11 décembre, il va ouvrir en mairie ses premiers cahiers de doléances, alors que la colère des Gilets jaunes gronde encore sur les ronds-points. Dans cette petite commune du sud du Pas-de-Calais, le taux de chômage est de 25%. Ça va des salaires des ministres, députés, des retraites des députés qui sont trop élevées. Voilà, c'est un peu une revendication générale. Le 17 décembre, c'est au tour du maire de Marly d'ouvrir des cahiers de doléances. Cette fois, on est dans le Valenciennois, dans une ville de 12 000 habitants. C'est tout à fait positif et j'espère qu'on sera nombreux à le faire. Je suis pleine de désillusions parce que non, il n'y a rien qui changera. Fin décembre, les vannes sont grandes ouvertes. C'est un torrent de revendications, de tranches de vie, de peine et d'espoir qui chaque jour grossit un peu plus. Ici, en mairie d'Aveluy, ici à M, dans la permanence d'un député centriste du Nord. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment à qui il faut faire remonter ce cahier de doléances, parce que ça a été un souhait du Premier ministre, mais la plupart des gens écrivent au Président de la République. J'ai interrogé le préfet qui lui-même n'avait pas d'informations, et il a indiqué que c'était simplement facultatif, donc pour l'instant, il faut aller le remplir. Viennent ensuite les premiers débats. Là encore, les maires sont à la manœuvre, comme ici à Bertry, dans le Cambrésis. Les maires, malmenés et snobés par le pouvoir parisien, qui redeviennent du coup des interlocuteurs privilégiés. J'ai envie de reprendre la place qui est la nôtre, à savoir d'ouvrir nos mairies et qu'elles soient des maisons citoyennes, que ce soit un espace de débat et que ce soit les élus de proximité, les maires en priorité, qui reprennent la main en effet sur ce débat. C'est un fait, les débats suscitent de l'intérêt, comme ici à Arras, c'était le week-end dernier. On se parle, on s'écoute, on échange, on propose et surtout, on veut être entendu. Être entendu, Jacqueline Maquet, vous qui êtes députée de la majorité, comment finalement ne pas faire des mécontents à l'issue de cette immense consultation nationale ? Tout d'abord, je voudrais souligner que l'initiative des cahiers de doléances a été une très bonne initiative. Rien que dans ma petite circonscription de 42 communes, c'est 86% des mairies qui ont ouvert un cahier de doléances avec, je dirais, des propositions très intéressantes. Et au-delà des revendications, il y a des propositions. Aujourd'hui, c'est l'heure du grand débat. J'ai hier fait un recensement, j'aurai une 20aine de débats dans la circonscription, c'est déjà pas mal, avec des formules, on y reviendra sûrement, différentes. Je crois que c'est bien de laisser la parole à nos concitoyens, de les écouter, de les entendre. Et bien entendu, la réponse qui sera donnée, elle est très importante. Et je ne peux pas penser que le président de la République, sur les propositions de certains, et notamment certains syndicats, ne peut pas donner des réponses. Tout le monde ne sera pas écouté, tout le monde ne sera pas entendu. Mais il y aura effectivement une série de réponses très importantes à l'issue du débat. Sébastien Huyghe, député Les Républicains du Nord, est-ce que ce vent de colère qu'on a connu ces dernières semaines ne pourrait pas finalement être ravivé à l'issue de cette synthèse qui sera faite à l'issue de la grande consultation ? Le gros problème de ce grand débat, c'est qu'on ne sait pas comment on en sort, on ne sait pas quelle est la règle du jeu. En fait, c'est ça le véritable problème. Faire parler les Français, c'est toujours une chose positive.
Mais le problème, c'est pourquoi. Il faut se souvenir pourquoi on a eu ce grand débat. C'est parce qu'il y avait le feu à la République. C'est parce que il y a eu ce gros mouvement des Gilets jaunes qui était très soutenu par une grosse majorité des Français, qui étaient mécontents de la politique menée par Emmanuel Macron, qui était dans la poursuite d'ailleurs de la politique de matraquage fiscal de François Hollande. Et donc, le président de la République a sorti de son chapeau ce grand débat. Alors, ça semble fonctionner. On a une multiplication de shows médiatiques du président Emmanuel Macron qui participe comme ça à un certain nombre de débats avec différentes catégories de Français. Mais comme la règle du jeu est inconnue, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Et moi, ce que je crains, c'est que si ça débouche sur des choses pas très concrètes ou finalement simplement ce que Emmanuel Macron avait mis dans son programme, eh bien le mécontentement soit encore supérieur à celui qu'il y avait au départ. Fabien Thiémet. Oui, en ce qui me concerne, moi, je veux saluer ce mouvement social avec les Gilets jaunes, et y compris d'autres catégories, à l'exemple de cette journée du mardi 5 février, où plus de 300 000 personnes ont eu l'occasion de marcher dans le pays. Deuxième aspect, c'est que les revendications, les aspirations sont connues. 1, l'augmentation du SMIC de 200 € par mois. 2, la suppression de la CSG, son augmentation de 1,7 sur les pensions et retraites. 3, en finir avec les coûts en direction des services publics. Je pense aux hôpitaux, aux maisons de retraite, je pense à la ruralité avec les bureaux de poste, sans oublier les services de la finance ou encore la culture. C'est ça qu'il faudra, c'est ça. Là, le pouvoir, s'il veut être entendu, c'est là-dessus. C'est vraiment là-dessus où il peut avoir la main. C'est effectivement une des questions de fond. Répondre à ces aspirations qui sont urgentes. Et effectivement, je partage l'idée qu'il va falloir sortir de ce mouvement et de cette impasse. Et la meilleure des solutions, c'est que le président de la République prenne ses responsabilités, toutes ses responsabilités, et qu'il apporte satisfaction à ces grandes revendications nationales. Fabien Thiémet, vous avez déjà déposé vos cahiers de doléances. C'était mardi dernier en sous-préfecture de Valenciennes. Vous savez un petit peu quel est le cheminement entre la mairie de Marly et le plus haut sommet de l'État? Comment vont être traités ces milliers de cahiers, manuscrits ou pas? Écoutez, je pense que tout ce qui est avancé comme revendication, comme critique et surtout comme espoir, c'est connu en général. C'est le retour de l'impôt sur la fortune, y compris. Mais techniquement, d'abord, avant même d'attaquer sur le fond, on l'a dit, sur la forme, techniquement, comment faire remonter cette masse énorme d'informations? Tous les canaux administratifs sont connus par le biais notamment de tout ce qui touche aux sous-préfectures, préfectures. Mais la question de fond qui est posée pour moi reste le mouvement populaire, le tous ensemble qui doit se développer. Sinon, il ne faudrait pas que ce débat se transforme en une anesthésie générale et que ça se transforme en un conclave. Or, c'est le grand danger qui nous guette. Je vois mal le président de la République ne pas apporter satisfaction, notamment à ce mouvement social. C'est-à-dire une façon d'enterrer le mouvement des Gilets jaunes? Ce serait une façon d'enterrer le mouvement des Gilets jaunes? Il y a le mouvement des Gilets jaunes et il y a toutes celles et ceux, je pense à la CGT qui a appelé la FSU, il y a Solidaire, et il y a d'autres organisations sur le plan local. C'est un mouvement qui se développe et c'est important. Jacqueline Maquet, vous avez des informations, vous, sur le traitement de toutes ces informations? D'abord une chose, le traitement, vous savez qu'il y a des référents ont été nommés dans chaque département. Moi, l'interlocuteur privilégié, quand je dois transmettre des doléances, quand les élus et les maires me demandent le conseil, c'est vers le référent départemental qui est Alain Bessa, qui assure effectivement toute la centralisation des doléances individuelles, collectives, des mairies, etc. Donc, au-delà de ça, l'ensemble des documents seront traités. Il y a aujourd'hui une forme d'organisation avec des spécialistes, des experts qui vont traiter. Et le président de la République nous a indiqué que c'était jusqu'au 15 avril que le traitement sera assuré. On peut regarder aussi sur les pistes. De toute façon, il y a plusieurs... quand on en discute à Paris avec mes collègues LREM, il y a bien entendu plusieurs pistes. Il peut y avoir un référendum. Malheureusement, je pense que le RIC n'est pas possible. De toute façon, il faudrait une réforme de la Constitution. Dans les conditions, ce n'est pas possible, mais un référendum est possible. Il peut y avoir un Grenelle.
On a tellement de bons souvenirs du Grenelle de 68, et c'était à les propositions de Laurent Berger dernièrement, un Grenelle du pouvoir vivre, c'est très important, et c'est là aussi que ça manque par rapport à nos gilets jaunes, mais aussi aux Français qui souffrent. Il peut y avoir aussi un remaniement, de toute façon tout peut arriver. Il a beaucoup d'outils à sa main, le président de la République. Il peut y avoir une dissolution, il ne faut rien écarter, et ces derniers jours on parlait d'un congrès. Donc, est-ce que c'est une chose qui va répondre? C'est impossible. Enfin, personnellement, là, je m'engage que personnellement, c'est pas une chose, c'est pas un référendum qui répondra, même s'il est avec plusieurs questions. Mais il faudra effectivement une réponse qui soit plurielle pour répondre aux attentes, effectivement, de nos concitoyens. Sébastien Huyghe, vous dites on ne connaît pas les règles du jeu ni la finalité. Bref, on navigue à vue. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut se souvenir que dans notre histoire, la dernière fois où il y a eu des cahiers de doléances, ça a terminé sur la Révolution française. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et simplement, en ouvrant la boîte de Pandore, la vraie question, c'est est-ce qu'on ne va pas faire plus de mécontents finalement que de satisfaits? Et puis il faut se souvenir de pourquoi ce mouvement des Gilets jaunes s'est mis en place. Et il y avait eu un ras-le-bol fiscal, il y a eu un mépris de la part du président de la République vis-à-vis de ce mouvement à son origine. Je pense s'il avait répondu tout de suite au mécontentement, il aurait pu éteindre l'incendie, mais par le mépris, il a laissé l'incendie se propager, et maintenant il ne sait plus comment l'arrêter. Et donc on est dans ce grand débat suite à cette crise. Et puis c'est aussi une crise institutionnelle, parce qu'on voit que le gros problème, c'est qu'il a complètement laminé les corps intermédiaires, que sont les syndicats, que sont les élus locaux, les maires, qui ont été méprisés, la représentation nationale, les parlementaires aujourd'hui ne jouent plus du tout leur rôle, c'est-à-dire que la majorité vote le petit doigt sur la couture du pantalon exactement tous les textes voulus par l'exécutif, et tous ces nouveaux députés qui sont un peu tombés du ciel. Ces derniers temps, il y a eu un petit peu de mouvement quand même. Absolument pas. Oui, il est temps. Ne sont absolument pas présents sur le terrain, parce que normalement, dans le fonctionnement classique de la démocratie, les parlementaires sont là pour recevoir le mécontentement de nos concitoyens. Et le fait que la grande majorité des parlementaires de la majorité sont absents du terrain, sont inaccessibles. Le député, vous en avez une en face de vous, on va peut-être l'entendre, Jacqueline Maquet. Elle est particulière parce qu'elle a été pendant 2 mandats députée du Parti socialiste, donc elle sait comment ça fonctionne. Mais la grande majorité des nouveaux, non, ils sont inaccessibles. Le député doit rester, l'élu national, accessible localement. Ça n'est plus du tout le cas. Il n'est plus du tout là pour amortir le mécontentement. Ils ne sont pas du tout là pour remonter au niveau de l'exécutif le mécontentement de nos concitoyens. Et donc, ce qui fait que tous ces corps intermédiaires qui ont été laminés les uns après les autres, il n'y a plus aujourd'hui que le peuple face à l'exécutif, le peuple face au président de la République. Et ça, c'est un vrai problème dans le fonctionnement de la démocratie. Je rebondirai, puis je vais faire un remake sur les 18 mois. D'abord, historique, l'élection du président de la République, avec, dans la foulée, par rapport au quinquennat et par rapport aux législatives, avec la constitution d'un groupe très important de plus de 300 députés dans l'hémicycle. C'est vrai, tous les corps intermédiaires ont été laminés, les partis. Je peux en témoigner, tous les partis sont en de grandes difficultés, les partis d'opposition aujourd'hui. Moi, je suis sûre aussi que la crise des Gilets jaunes, effectivement, nous oblige à réfléchir, et que la deuxième partie du quinquennat ne sera pas comme la première. Moi, je suis arrivée dans ce groupe de 314 députés, avec un renouvellement très fort, avec une parité presque totale. J'ai beaucoup observé, j'avais déjà deux mandats avant. En général, je pense que vous me connaissez assez. Je suis une députée de terrain. Mon cabinet parlementaire, il est installé dans les quartiers populaires d'Arras. Donc, je suis directement, effectivement, avec la souffrance de nos concitoyens, et j'y suis pratiquement, pas tous les jours, sauf quand je suis sur Paris. Or, j'ai rencontré des jeunes députés de la société civile. Allez, sur les 300, il y en avait 80 qui avaient déjà une expérience politique. Des jeunes députés brillants, avec une formation exceptionnelle et très intelligents. Et je les ai observés quand ils légiféraient,
quoi qu'on en dise, pendant 18 mois, les textes de loi sont passés et sont très bien passés. Et ils savent légiférer, ils savent construire un texte, ils savent négocier avec le gouvernement. Est-ce qu'ils savent écouter? Parce que c'est ce que dit Sébastien. J'y viens. Est-ce qu'ils savent écouter le mécontentement quand on baisse les APL, quand on augmente la CSG, y compris pour les petites retraites? Moi, j'ai un peu crié déjà, et souvent, je ne fais pas beaucoup de plateaux de télé, mais dans le groupe, on sait effectivement que je fais des remarques. Donc c'est important. Et c'est vrai, moi sincèrement, j'ai pas vu arriver les gilets jaunes, mais j'ai vu que ça démarrait très mal avec la CSG. Je n'ai jamais eu autant de retraités dans ma permanence. Toutes les semaines, j'avais une quarantaine de cartes-lettres qui me disaient « ça ne va pas ». Je les ai rencontrés. En plus, certains d'entre eux, j'ai milité avec eux et je suis aussi de leur âge quelquefois. Donc, j'ai écouté beaucoup. J'ai fait des notes au Premier ministre, j'ai fait des notes au Président de la République. J'ai vu le Président de la République lors d'une soirée où la Commission des Affaires étrangères était accueillie, où je lui ai dit, il m'a dit, tu sais, c'est pas la TH va arriver. La TH, c'est la taxe d'habitation. La TH n'a pas imprimé. La taxe d'habitation n'a pas imprimé chez les retraités. Je les ai beaucoup écoutés. Ils m'ont dit, on ne peut pas... La solidarité intergénérationnelle, on l'a assurée. On assure aussi la solidarité par rapport à nos ascendants. Il y a le souci, ce que disait mon voisin, la situation des EHPAD qui souffrent et il me disait, donc qui va payer effectivement cette caution par rapport aux EHPAD quand on y sera? Nos enfants n'auront plus les moyens de payer. Est-ce que les EHPAD seront en état de nous recevoir pour finir nos jours? C'était profond. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup écrit sur le sujet. C'est vrai qu'à l'époque, on n'a pas été entendu. Dans le débat, quand même, très tôt, vous avez ouvert les cahiers de doléances. Absolument, très tôt, dès le 12 décembre. Mais je veux revenir sur une question de fond. C'est que le problème qui est posé, c'est de savoir, y a-t-il de l'argent ou pas dans cette France, dans cette belle France, pour apporter satisfaction aux grandes revendications posées? Je veux rappeler que chaque année, il y a 100 milliards d'euros d'évasion fiscale dans le pays. Il y a 1000 milliards au niveau de l'Europe. Quand on voit des groupes comme Google qui investit aux Bermudes 20 milliards d'euros, quand on voit les scandales politico-financiers qui existent, quand on voit toutes celles et ceux qui actuellement, c'est connu, on nous a imposé, comme on dit, le prélèvement à la source. Quand va-t-on mettre cette proposition de mes amis parlementaires communistes en œuvre de prélever? Ça, c'est le discours du Parti communiste ou c'est ce que vous avez vu dans les cahiers de doléances? Mais les cahiers de doléances disent qu'il faut réintroduire, c'est très fort, l'impôt sur la fortune. Et on peut actuellement faire adopter cette loi, je rappelle, des parlementaires communistes, de prélever à la source, notamment, les profits des multinationales. On est dans une France où l'argent coule à flot. On est dans cette Europe où les peuples sont victimes, notamment, des conditions de vie et de travail, et notamment des politiques européennes. À partir de là, on aura l'occasion de s'exprimer dans le cadre des européennes. Et mon ami, d'ailleurs, Yann Brossa, qui sera, comme on dit, le porte-parole et la tête de liste d'une liste très ouverte, dans laquelle il y aura d'ailleurs des gilets jaunes, il y aura la diversité, eh bien, va poser avec force la question de l'Europe des peuples. Il ne faut pas aussi oublier, dans le même temps, qu'on vit avec cette crise politique qui conduit au développement et à cette influence électorale autour des idées, notamment du Front National de Marine Le Pen. Moi, je pense que le meilleur moyen de mettre un coup d'arrêt à cette situation est là aussi d'apporter des réponses rapides en ce qui concerne l'emploi, la formation, l'avenir des jeunes, la situation des retraités, l'avenir du monde de la culture, l'avenir de la création. Tous les problèmes sont connus. Il y a des solutions. La question, c'est de savoir où on se situe par rapport notamment à cette barrière. J'ai entendu madame qui explique notamment un certain nombre de doléances. La balle est dans le camp du président de la République. Elle est dans le camp de chez Macron. Ceci étant, dans le même temps, il y a un nouveau scandale politico-financier qui rejaillit actuellement avec l'affaire Benalla. Quelle image pour la politique, pour les politiques? Quelle image pour la démocratie? On n'a pas beaucoup parlé de l'affaire Benalla dans les cahiers de doléances ni dans les débats. Mais quand on discute avec les gens, il y a un rejet de la politique. Non. Il y a un rejet des politiques. Et ça conduit à cela. Et moi, je pense qu'il faut rendre à la politique... C'est pas l'affaire Benalla qui a créé cette distance entre les gens et la politique. Mais les gens ont du bon sens. Quand ils viennent écrire, qu'en disant « nous, on n'a plus les moyens de vivre », etc. Et quand on voit ce qui se passe au niveau de l'Élysée, ce qui se passe au niveau de Matignon, on est meurtri. On ne peut pas l'accepter. Et tout ça conduit au vote parmi
le Front National, ou encore à l'abstention, qui n'est pas une bonne chose pour la démocratie dans le pays. Vous avez esquissé un thème, la justice fiscale, en disant, en gros, il y a de l'argent en France, enfin, il part même à l'étranger, les 100 milliards d'évasion fiscale. La justice fiscale, qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus, à faire comme proposition, Sébastien Huy? Le gros problème, c'est qu'il y a un énorme paradoxe. Le mouvement des Gilets jaunes s'est construit sur un ras-le-bol fiscal, sur le fait que pendant les 5 ans du quinquennat de François Hollande, il y a eu un matraquage fiscal qui a été poursuivi par Emmanuel Macron. C'est ce qui est à la base du mouvement des Gilets jaunes. Vous vous souvenez, sur les ronds-points, l'augmentation de la taxe sur les carburants, l'augmentation, on en a parlé tout à l'heure, de la CSG sur les retraites, et le fait que la désindexation de l'augmentation des retraites par rapport au coût de la vie. Et donc, c'est ce mouvement de ras-le-bol fiscal qui a allumé la mèche. Et aujourd'hui, quand vous entendez le gouvernement, on a l'impression d'être dans le concours Lépine des nouveaux impôts. C'est-à-dire que j'entends dire qu'on va taxer les plus-values immobilières sur la résidence principale. J'entends chaque ministre qui va trouver le moyen de mettre une taxe supplémentaire ou d'augmenter un impôt supplémentaire. Gérald Darmanin, il dit c'est 14 milliards d'euros par an, les niches fiscales, et la moitié de cette somme, elle est captée par 9% des Français les plus aisés. Sauf que à quoi servent les niches fiscales? Alors il y en a un certain nombre qu'on peut supprimer, je suis assez d'accord, mais un bon nombre d'entre elles, c'est l'État qui a décidé d'orienter l'épargne des Français vers un secteur qui en avait besoin. Lorsqu'il y a une niche fiscale de réduction d'impôts parce que vous avez des employés de maison, ça a permis de sortir du travail au noir des centaines de milliers de personnes dans notre pays. Ça a permis aussi de créer des centaines de milliers d'emplois dans ces emplois familiaux pour la garde d'enfants, pour le ménage et pour le jardinage, un certain nombre d'emplois très importants dans des domaines divers et variés. Si vous le supprimez, c'est tous ces emplois qui vont retourner soit dans l'emploi au noir, soit des emplois qui vont disparaître. Donc on ne peut pas comme ça renverser d'un revers de la main l'ensemble de ces avantages fiscaux. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin d'argent, on essaye de trouver une taxe supplémentaire au lieu de regarder comment réduire les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État continuent à galoper. L'exécutif, le président de la République, n'a rien fait pour les diminuer, à tel point que le déficit budgétaire qui était de 59 milliards en 2017, il passe à 110 milliards pour cette année 2019, c'est la prévision. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui finalement continue ce qui s'est fait sous le gouvernement Hollande, augmenter la pression fiscale et en rien diminuer les dépenses de l'État. C'est une ardente nécessité. On a la plus grosse pression fiscale dans l'ensemble de l'Europe en France. Et donc aujourd'hui, rien n'est fait pour baisser cette pression fiscale qui est, je le rappelle, à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Un élément important sur ce grand débat national, on l'a vu sur les images, essentiellement des hommes de plus de 55 ans qui participent à ces débats, un tiers de femmes et très 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 peu de jeunes. Alors pourquoi les jeunes sont-ils absents d'un débat qui pourtant les concerne directement? Jacqueline Maquet, je pense que vous avez dans l'idée d'aller faire le tour des quartiers à Arras. Je pense que les quartiers sont absents du grand débat, les jeunes sont absents. D'ailleurs, le président de la République s'en est aperçu et il a fait un débat avec les jeunes cette semaine. Il était jeudi en Bourgogne avec les jeunes. Tout à fait. Sur le volet, les jeunes. Qui s'est très bien passé. Mais il s'avère qu'il y en a quand même. Moi, j'ai eu une grande surprise. Samedi dernier, j'étais sur une table ronde d'un débat sur Arras, sur les services publics. Et j'avais 4 jeunes avec une réflexion très importante. Des jeunes qui sont encore en fin d'études. Mais on a eu très bons échanges. Donc ça s'est très bien passé. Ça sert à ça aussi. Parce que bon... c'est vrai que Fillon disait quand même il y a quelques années la France est en faillite, il ne faut jamais l'oublier quand même. Je ne pense pas qu'il y ait pléthore effectivement d'argent. Le tout, je vais vous le dire sincèrement, il faut faire les bons choix. Et je veux bien croire que lors de ces 18 mois, il y a eu des erreurs effectivement dans le calendrier. Sur l'ISF, est-ce qu'il fallait tout de suite supprimer l'ISF? Et moi j'ai un avis tranché sur l'ISF, je veux une évaluation. Est-ce que c'est bien? Et si ça a permis effectivement de soutenir des PME, des PMI, on n'y touche pas. Si ça ne va pas, on remet l'ISF ou alors on remet autre chose. De toute façon, il ne faut pas avoir peur dans ce pays. Et je suis à ma 12e année de parlementaire. On a souvent oublié les évaluations.
On légifère et rapidement, on oublie d'évaluer ce qui se passe. Par rapport à la jeunesse. La jeunesse, justement, c'est la première des couches qui est le plus frappée par cette crise. Chacun sait, c'est que durs sont actuellement les temps pour pouvoir poursuivre ses études. Ils étaient nombreux, les jeunes, en mairie de Marly, à venir écrire? Non, mais je pense qu'il faut partir de la crise de la politique pour comprendre un peu ce genre de réaction. Ça n'empêche qu'ils s'expriment dans le milieu étudiant, dans le milieu lycéen, où de ci, de là, on a entendu des jeunes dire, là aussi, on veut poursuivre nos études, ou les familles, mais on n'a pas les moyens actuellement correspondants pour avoir recours, comme on dit, au loyer, au paiement du repas, ou tout simplement en raison de la baisse des APL. N'oublions pas, 1 200 000 familles vont être touchées en 2019 par cette nouvelle réforme. Troisième aspect, les jeunes, ils sont parfois bardés de diplômes et n'ont pas pour autant les débouchés. Bardés de diplômes, et puis après, il y a celles et ceux qui veulent fonder leur foyer, vivre leur vie, bénéficier du droit à la culture, au loisir, s'épanouir, se marier. Et à partir de là, l'État en place, et avec les politiques successives que nous avons connues, n'a pas apporté les réponses, comme on dit, au niveau qui s'impose pour faire en sorte de permettre à cette jeunesse qui veut croquer la vie à pleines dents de pouvoir s'épanouir. Mais selon vous, donc, la jeunesse, finalement, elle n'y croit plus beaucoup. Un mot sur l'absence des jeunes dans ce grand débat et sur les cahiers de doléances, on les voit peu, on les entend peu. Oui, ça montre que le président de la République n'a pas trouvé la formule gagnante pour réenchanter les jeunes avec la politique, les faire revenir. On a eu ce grand show avec 1000 jeunes, mais qui ont été triés sur le volet. On a fait venir, la plupart étaient des jeunes d'une école militaire, donc avec un débat très policé où il n'y avait pas eu un mot plus haut que l'autre. Je pense que si on avait voulu avoir un vrai débat avec les jeunes, il fallait prendre des jeunes de toutes les catégories sociales qui viennent de tous les quartiers pour que chacun puisse faire part véritablement de ses préoccupations. Et là encore, moi je le regrette, on est dans une opération de communication en permanence avec ces grands shows qui monopolisent d'ailleurs les chaînes d'information. Et à ce propos, je rappelle qu'on est à moins de 6 mois d'une élection, l'élection européenne, et on s'aperçoit que le président de la République truste tous les temps de parole. Et la question, c'est que fait le CSA, d'ailleurs, vis-à-vis de ça. Nous, les Républicains, nous avons saisi le CSA pour... oui, mais on est à moins de 6 mois. Et donc, à moins de 6 mois, toutes les dépenses de campagne sont prises en considération de la même manière que les temps de parole. Et donc, on a aujourd'hui, dans ces opérations de communication par rapport à ce grand débat, finalement, une campagne européenne qui se fait auprès du contribuable et... sans en avoir l'air. Donc là aussi, on est en train de biaiser la démocratie au profit d'un président de la République qui était vraiment à la ramasse par rapport à la situation de crise que nous avons vécue et qui aujourd'hui essaye de faire feu. C'est que la cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte légèrement. Il se refait de la popularité sur le dos de ce grand débat, Jacqueline Maquet. Il vous reste quelques secondes, Madame Moi, Maquet. Simplement, par rapport à ce qu'il fait là, c'est exceptionnel. J'ai rarement vu des hommes politiques pouvoir assurer effectivement un contact direct avec la population. On me dira toujours, c'est apprêté, c'est sélectionné. Non, il est là. Il est là pendant 7 heures. Il connaît ses dossiers, il y répond. C'est un communicant, c'est quelqu'un qui sait faire de la politique. Le drame du président de la République, c'est peut-être qu'il n'y a pas de parti derrière. Et le drame de cette émission, Madame Baquet, c'est qu'on arrive vraiment au bout. Je suis vraiment désolé. Merci d'avoir participé. Frustrant. Merci Stéphane. Le temps, je sais, passe très très vite. C'est un vrai TGV, une demi-heure, c'est rapide. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Je garde toujours le souvenir que c'est frustrant de venir ici.